Simple courant idéologique pour certains, modèle de gouvernance à suivre pour d'autres, la social-démocratie fait jaser et demeure pour plusieurs une curiosité. Et les États l'ayant intégré à leur mode de gouvernance, les pays scandinaves tout particulièrement, représentent pour plusieurs des exemples de saine gestion. De fait, ces pays se retrouvent au sommet en plusieurs matières, que ce soit en répartition de la richesse, en taux de scolarité ou au niveau de la qualité de vie. Professeur à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, Stéphane Paquin est spécialiste en économie politique et s'intéresse particulièrement au modèle social-démocrate. Rencontre avec Stéphane Paquin. Stéphane Paquin, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci de l'invitation. Avant d'entrer dans les détails, justement, du modèle sociodémocrate, plus spécifiquement des pays scandinaves, j'aimerais parler des avantages, des lacunes de ce modèle-là. Et avant même de l'aborder de front, une question s'impose, me semble-t-il. Qu'est-ce que la social-démocratie? De quoi on parle, au fait? Alors, on pourrait l'opposer à deux modèles. Le premier modèle, ce serait le modèle de marché ou le libéralisme, ce qu'on appelle aussi des fois le néolibéralisme, où c'est le marché qui va ordonner la société. Et l'État va agir comme facilitateur de l'économie, mais avec un rôle minimal. On veut donner l'essentiel de la place à l'individu. L'autre modèle, ce serait le communisme, comme on l'a connu au 20e siècle. Ça serait dire qu'on va socialiser les moyens de production et on va contrôler à partir d'un État central l'ensemble de la production sur un territoire. Le modèle social-démocrate, lui, reconnaît l'importance de l'économie de marché, mais pense qu'il faut compenser les effets les plus lourds, les plus difficiles et les plus négatifs du marché par une présence de l'État très fort. Bref, l'État a un rôle à jouer pour corriger les inégalités sociales, favoriser la distribution de la richesse pour créer une société plus juste. Et lorsqu'on parle de la social-démocratie des pays scandinaves, il y a un certain nombre de caractéristiques propres. Les Scandinaves sont très pro-économie de marché, sont très favorables à l'effort individuel, par exemple, ce qui peut être un peu différent de ce qu'on pourrait voir en France ou le modèle social-démocrate français, allemand ou même italien ou les pays du Sud. Ce sont des pays qui vont redistribuer énormément la richesse, qui vont compenser les inégalités de marché. C'est une société qui est donc très égalitaire. Ce sont les sociétés les plus égalitaires de la planète dans les faits. Mais c'est une société qui a un autre objectif plus fort, et c'est qu'on croit que l'État peut améliorer l'individu. On peut faire une société meilleure, une société plus juste par des interventions importantes de l'État. OK. Donc, si j'entends bien ce que vous me dites, d'un certain sens, le modèle sociodémocrate ne nie pas l'efficacité de l'économie de marché et du capitalisme et du libéralisme, etc., mais va comme placer l'État comme un régulateur, faire en sorte d'équilibrer les choses. Équilibrer les choses, équilibrer les forces du marché. Et ces sociétés-là, si on parle des pays scandinaves, sont caractérisées par un certain nombre de choses, comme taux de syndicalisation très élevé. Oui. Dans les pays scandinaves. Et là, je vais exclure la Norvège, qui est un cas un peu particulier à cause des ressources pétrolières. C'est 30 du PIB de la Norvège vient des recettes du pétrole, ce qui fait que ça fausse un peu les données générales. Mais si on prend la Finlande, si on prend la Suède, si on prend le Danemark, donc qui sont des pays scandinaves ou nordiques, le taux de syndicalisation est au-dessus des 70 %. Donc même, il y a une présence très forte des syndicats dans le secteur privé aussi. Okay. Et notamment le secteur privé très exposé aux exportations et à la mondialisation. Ce qui fait que le discours syndical est très différent dans les pays scandinaves que dans un pays où les syndicats ne représentent essentiellement que les gens du secteur public. Vous comprenez la différence? Oui. Parce que là, si vous êtes dans un travailleur syndiqué dans une grande multinationale suédoise, vous comprenez l'importance de la productivité, des investissements en recherche et développement. Vous comprenez l'importance de gérer de façon efficace votre entreprise. Et votre syndicat, le seul point commun de tous les syndiqués, c'est la croissance économique et les programmes sociaux. Donc, c'est un facteur très important. Les syndicalisations en France est sous les 10 %. Donc, c'est très différent. La logique syndicale française est très militante. Il y a une opposition forte entre les syndicats et les patronats. Alors qu'en Suède, les deux ont appris à travailler ensemble depuis longtemps. Voilà, donc, autrement dit, ce qui, par exemple, dans le cas des pays scandinaves, va être un élément de réussite, c'est cette ouverture-là aux syndicats, au profit. À l'idée de la productivité, etc., ce
qui semble effectivement être assez contradictoire avec l'idée qu'on a généralement des syndicats, du moins, des fois une image péjorative, il faut bien l'avouer. C'est un discours très pragmatique. Et l'essentiel du succès du modèle scandinave au 20e siècle, c'était ce qu'on appelle le modèle Mainreiner, du nom de 2 économistes qui travaillaient pour la principale centrale syndicale suédoise, LO. Et le modèle Mainreiner, pour vous l'expliquer en quelques mots, c'est que, grosso modo, les représentants des syndicats et les représentants du patronat négocient ensemble des conventions collectives nationales par secteur industriel. Donc, plutôt que négocier des conventions par usine ou par entreprise, on négocie par secteur. Par exemple, le secteur de l'automobile. On fixait les salaires, les conditions de travail, puis on disait les entreprises qui ne sont pas capables d'accorder de très hauts niveaux de salaire à leurs employés, on doit les laisser mourir. On doit les fermer. C'est les syndicats qui tiennent ce discours-là. Oh là là! Alors, mais ça semble injuste socialement d'essayer des entreprises... Oui, tout à fait. Il y a des risques de coupure de main-d'œuvre, etc. Exact. Donc des mises à pied. Mais en fait, c'est lié au modèle, parce que ce qu'on veut faire, c'est de reprendre les meilleurs travailleurs de ces usines pour les requalifier et les envoyer dans les usines les plus productives. Donc, c'est une logique vertueuse où on cherche toujours à augmenter la productivité, la performance économique des entreprises suédoises. Et comme je vous dis, c'est les syndicats qui tiennent ce discours-là, pas le patronat. Il faut laisser mourir les canards boiteux. Il faut donner des salaires très élevés, des programmes sociaux très élevés aux travailleurs pour corriger les injustices du capitalisme. Mais il faut aussi contrôler l'inflation et s'assurer d'être un pays exportateur. Faire de la Suède un succès industriel. Avant de poursuivre dans cette veine-là, il y a quand même quelque chose, vous avez dit, vous avez parlé de canards boiteux. Et je m'imagine déjà les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, se dire est-ce que ça ne devient pas un peu trop élitiste comme société? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là d'un certain sens? Oui, effectivement. Si vous regardez le processus décisionnel au sommet dans les pays scandinaves, enfin, encore une fois, c'est la Suède qui est le modèle de référence, mais grosso modo, la même logique s'applique au Danemark et à la Finlande, un tout petit peu à la Norvège aussi. C'est que les décisions ont tendance à... Et là, je simplifie un peu, mais la société civile, surtout les syndicats et le secteur patronal, négocient ensemble, ils proposent des idées, et ensuite, l'État se fait l'arbitre. Mais très souvent, les discussions se font sans la présence de l'État. Donc, c'est assez particulier comme modèle. C'est une société néocorporatiste, très élitiste. C'est très difficile de changer la situation si vous n'êtes pas dans les structures officielles, si vous n'êtes pas dans une centrale syndicale, ce qui fait qu'il y a un pouvoir énorme qui est donné à l'extérieur des représentants élus. Donc, ça donne c'est vraiment un modèle très différent de ce qu'on trouve, par exemple, aux États-Unis ou dans le modèle libéral en général. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne, ce modèle-là? C'est une vraie question, ça, c'est un immense paradoxe. Parce que les pays scandinaves sont les pays les plus syndiqués au monde, sont les pays les plus taxés au monde. En fait, le pays le plus taxé sur une base par habitant dans le monde, c'est le Danemark. Ce sont les pays aussi qui offrent les plus importants et généreux programmes sociaux. Alors, quand la théorie économique élémentaire nous dit lorsqu'un pays a ces 3 caractéristiques, généralement, il y a des problèmes de croissance économique, souvent des dettes publiques élevées. Bien, ça me semble et évident, donc, il faut vite corriger le modèle. Ben oui. Mais on se rend compte que sur une période d'environ 30 ans, disons des années 90 jusqu'au début des années 2010, 2011, la Suède a connu un taux de croissance économique supérieur sur une base par habitant à celle des États-Unis, à celle du Canada, à celle du Québec, à celle de la France, à celle de l'Allemagne. Bref, malgré la mondialisation néolibérale et le libre-échange, la libéralisation dans le secteur financier, la Suède a connu sur une base par habitant une croissance phénoménale. Et quand vous regardez sur une période de 30 ans, on a très peu désinvesti dans les programmes sociaux. C'est-à-dire qu'en pourcentage du PIB, on investit autant dans les programmes sociaux qu'avant. Il n'y a presque pas eu de coupure. On a réorganisé l'État, on a organisé la façon de livrer les services publics. On a tarifé certains services, on a revu la fiscalité. Mais globalement, le modèle social suédois fait encore en sorte qu'aujourd'hui, ce sont les 3 pays scandinaves qui ont les plus faibles inégalités de revenus si on se base sur l'indice de Gini. Et ce sont aussi les pays qui ont les plus faibles taux de pauvreté, incluant les taux de pauvreté chez les familles monoparentales. Donc, typiquement une mère avec 2 enfants. Le taux de pauvreté pour une mère avec 2 enfants en Suède est à peu près à 10 %. Aux États-Unis, c'est plus de 50 %. Au Québec, on est à peu près à 25 %. Ben, c'est un écart considérable. Un écart énorme. Moi, je dis toujours ça, c'est le vrai test. Le pays, les revenus d'une famille monoparentale avec 2 enfants et la situation face à la pauvreté, c'est ça le vrai test des pays sociodémocrates. Mais ça, est-ce que ça se fait à un coût sur les générations futures? Ah, ça, c'est l'autre chose extraordinaire. Des prix de dette et de déficit incroyables? Comment se porte la dette des pays scandinaves? Alors, au début des années 90, les 3 pays scandinaves dont on parle, Finlande, Danemark, Suède, avaient une dette
en pourcentage du PIB qui était comparable à celle du Canada à l'époque. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais à l'époque, c'était juste avant les années Harris, Bouchard, on parlait qu'il fallait absolument corriger nos problèmes de dette. Bien sûr. Là-bas aussi. La lutte au déficit, là. Là-bas aussi, c'était la même chose. D'ailleurs, c'est les sociodémocrates en Suède qui ont réduit la dette. Alors, sur une période d'environ 30 ans, ils ont réduit à peu près de moitié leur dette publique sur le PIB. Bien, justement, vous parlez au début des années 90, le modèle scandinave qui va s'établir peut-être plus en force au sortir d'une crise. La question que je me pose, c'est est-ce que ça prend une crise pour arriver jusque-là? Est-ce que ça prend est-ce qu'il a fallu aligner des éléments de crise pour qu'on ait une telle entente, par exemple, entre les syndicats et l'entreprise privée, etc.? Est-ce que ça prend ça, forcément? C'est un peu ça, peut-être, le terroir du fertile? C'est vrai que dans le cas des pays scandinaves, la crise a servi de catalyseur pour des réformes d'importance et l'ensemble des acteurs sociaux s'est mis au service de la réforme. Dans le cas des 3 pays scandinaves, on avait des taux de chômage élevés, la dette publique avançait de façon importante, à un niveau inquiétant même pour le début des années 90. Et la plupart des analystes nous disaient c'est la fin du modèle scandinave parce qu'on ne sera jamais capable, dans la concurrence mondiale accélérée, de maintenir un niveau de taxation aussi élevé. Et donc, les pays scandinaves ont décidé de faire des réformes. Et en Suède, c'est le premier ministre Göran Persson du Parti social-démocrate qui a fait l'essentiel de la Suède. Dans une entrevue qu'il donnait, il disait « Écoutez, moi, je devais aller expliquer mes politiques budgétaires à des jeunes en cravate noire à New York puis à Londres, des agences de notation, puis j'ai compris que les pays endettés ne sont pas libres. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont décidé de se libérer de l'emprise des agences de notation, notamment, et de refonder l'État de telle façon à le rendre beaucoup plus performant. Et donc, ils ont fait des réformes qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a vu ailleurs. Ils ont réduit les dépenses publiques sur le PIB comme aucun pays développé ne l'a fait au 20e siècle. Mais cela dit, à la fin des réformes, ils ont quand même un État plus interventionniste qu'ailleurs. Seulement, ils ont réussi à faire des réformes d'importance, comme nous, par exemple, on n'en a pas réussi d'équivalent. Justement, si on avait des exemples de réformes importantes. Surtout si je compare au cas du Québec. Oui. Évidemment, quand on regarde les grandes statistiques économiques et sociales, le Québec performe relativement bien. C'est un mythe de penser que le Québec décline et que les choses vont très mal. Par exemple, quand on regarde les taux de diplomation ou les réussites des étudiants au secondaire au Québec, on bat la Finlande et le Danemark, on bat, la Suède et le Danemark, puis on fait à peu près du niveau de la Finlande, ce qui est un niveau très élevé. Au niveau de la diplomation universitaire, on est à peu près dans les mêmes taux de diplomation, ce qui fait que l'essentiel de l'écart s'explique peu par l'éducation entre le Québec et les pays scandinaves. Par contre, en Suède, si vous regardez dans les dernières années, le taux de croissance des dépenses en santé en Suède est à peu près de 3,5 % par année. Au Québec, on se rapproche du 5,5-6 %. Okay. Alors, la tendance à long terme est vraiment un écart très important. Fait que non seulement les Suédois offrent des soins de santé de qualité, mais en plus, ça leur coûte beaucoup moins cher qu'ici. Et ça, c'est le genre de réforme qu'il faut faire. Ils l'ont fait tout en ayant plus de médecins parmi les habitants que nous, tout en ayant plus d'infirmières parmi les habitants que nous. Donc, ils ont corrigé le système. Par exemple, là-bas, les médecins ne sont pas rétribués à l'acte, mais ce sont des salariés. D'accord. Ce ne sont pas des professions libérales, ce sont des salariés de l'État. Toujours concernant la place de l'État, surtout au Québec, où on ressort d'une commission, la commission Charbonneau, enquête publique, les travaux publics, etc., on a souvent l'impression que, justement, quand il y a plus d'État, quand il y a plus de corporatifs, des choses comme ça, on a l'impression que ça ouvre la porte à tous les abus. Que c'est dans ce temps-là qu'on va tomber dans des cas de corruption, etc. Corrigez-moi, c'est pas tout à fait le cas, je pense. Hein? Il n'y a pas de cas de corruption de l'équivalent de ce qu'on a connu au Québec. Non. Parce que les pays scandinaves, quand ils ont fait la réforme de leurs États, ont conservé l'expertise dans leur ministère et ont privatisé ou confié à des agences privées ou publiques la livraison des services publics. Donc, vous n'avez pas de problème de firmes d'ingénieurs qui font de la collusion pour avoir des contrats publics dans les pays scandinaves. L'autre facteur, c'est qu'il y a une culture de la transparence qui est très élevée. Il n'y a pas réellement de code d'éthique pour les élus là-bas parce qu'ils vivent dans une maison de verre. Par exemple, dans les années 90, une vice-première ministre qui était ministre social-démocrate
Lisa Salim s'est fait prendre parce qu'elle avait acheté avec sa carte de crédit de fonction des couches-culottes et retiré un peu d'argent et aussi acheté une table ronde, une tablette de chocolat. Oui. Et c'est devenu le scandale, la table ronde, parce que toutes les dépenses publiques des élus sont imprimées, diffusées sur Internet. On peut les consulter à tous les jours. Et d'ailleurs, en Suède, il y a énormément de journaux style à Potin, à Scandale, qui ne font que regarder les comptes de dépenses publiques des ministres. Ce qui fait qu'il y a un garde-fou à la démocratie puis aux dépenses publiques en Suède parce que c'est très transparent. En Suède, vous pouvez même consulter le rapport d'impôt de votre voisin. Vous pouvez consulter l'horaire des ministres, savoir qui rencontre, quand, pour combien de temps. Tout est sur Internet. Toutes les dépenses, et ça touche aussi les fonctionnaires. Tous les documents publics qui ont servi à prendre une décision gouvernementale sont publics. Donc, il y a une culture de la transparence qui va tellement loin qu'il y a peu d'espace pour qu'il y ait une culture de la corruption qui s'installe. Alors, même si les dépenses publiques sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs, il y a moins de corruption qu'ailleurs. Et le facteur clé là, à comprendre, et l'erreur qu'on a fait au Québec, c'est de renforcer la qualité de la fonction publique, de renforcer l'expertise publique. Si on n'avait pas vidé le ministère des Transports de ses ingénieurs et si on les payait correctement, on n'aurait pas de phénomène de collusion dans l'attribution de contrats. Ah, voilà. C'est une des clés, de ce que je comprends, du modèle scandinave. C'est faire en sorte que le secteur privé soit pas plus attrayant que le secteur public. On a un peu l'impression que c'est comme ça au Québec. On a un peu de plus en plus, on a un peu l'impression que le secteur privé commence à être de plus en plus intéressant, ce qui fait qu'on va perdre, bien sûr, notre expertise au profit du privé. C'est ce qu'on ne trouve pas dans les pays scandinaves. C'est ce que vous dites. Absolument, beaucoup moins. Il n'y a pas d'écart aussi considérable. Puis la deuxième clé des pays scandinaves, c'est que ce sont des pays qui s'évaluent beaucoup. Ce sont des pays qui ont créé des agences indépendantes, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler notre vérificateur général. Mais ce sont des agences indépendantes qui vont scruter les contrats publics, qui vont valider la gestion de toutes les organisations qui reçoivent du financement de l'État, incluant les universités. Par exemple, en Suède, il y a des organismes qui viennent valider si la qualité des cours est de bon niveau, c'est de la qualité de la recherche, le financement, la gestion des ressources humaines, la gestion des budgets. Nous, notre vérificateur général ne vérifie pas les universités. Bien sûr que non. Donc, c'est une société qui sait qu'elle doit être exemplaire, qui se scrute, qui s'évalue, qui change aussi ses politiques lorsque... Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, on se retrouve en face d'un modèle décentralisé? Très décentralisé. Beaucoup plus décentralisé. Une des caractéristiques. Ce sont des pays dits unitaires. Par contre, si je prends encore seulement le cas de la Suède, les ministères sont très petits en Suède. Mais l'essentiel des services publics en Suède se retrouve dans des agences ou bien au niveau municipal. Par exemple, en Suède, au niveau municipal s'occupe des questions d'éducation, de gestion des écoles, s'occupe aussi des questions de santé, les soins de longue durée pour les personnes âgées, c'est de responsabilité municipale en Suède. Les soins pour les personnes handicapées aussi. Donc, les municipalités sont des ordres de gouvernement plus importants. On leur accorde une importance plus élevée. Et en Suède, autre facteur qui est très extrêmement important, les élections se tiennent toujours la même journée pour tous les échelons. Municipal, les élections des conseils régionaux. La même journée, le même jour, la même année? Oui. Vous voulez dire? En même temps, simultanément. Et ce que ça fait, c'est que le Parti social-démocrate peut faire des programmes politiques pour tous les échelons et tout le monde travaille ensemble. Donc, ça crée une cohérence dans ça. Et le taux de participation, donc, aux élections municipales est aussi de 85 %. Et c'est la même chose aux conseils généraux. Les conseils généraux gèrent les hôpitaux ensemble, la gestion des soins de santé sur des territoires. Mais le taux de participation aux élections des conseils généraux est aussi très élevé parce que tout le monde va voter en même temps. Tout le monde a intérêt. Et j'imagine qu'il y a une dimension aussi qui n'est pas... étrangère au taux de participation, c'est la dimension de l'information. Tout le monde est au courant de ce qui se passe, tout le monde est intéressé aussi de ce qui se passe, tout le monde est informé. Oui, la culture... Henry Milner a fait des travaux exceptionnels là-dessus. C'est la culture civique, la littératie politique des Scandinaves est très élevée, beaucoup plus élevée qu'au Québec. C'en est même décourageant. Et le taux de participation est très élevé. Et il y a un effort de la société, mais c'est pas seulement l'État, mais c'est aussi les syndicats, c'est aussi le secteur patronal qui font des formations à la vie civique. Par exemple, dans les pays scandinaves, on subventionne les journaux pour qu'il y ait une couverture médiatique, une analyse même régionale de l'actualité politique très importante. Donc, on les subventionne. Massivement, de façon très importante. Donc, en Suède, on ne manque pas d'informations sur la Suède. Et n'importe qui fait des recherches sur les pays scandinaves savent que c'est beaucoup plus facile de trouver de l'information sur ces pays-là que le Canada ou le Québec. C'est plus facile d'avoir des données statistiques sur la santé en Suède que le Québec. Évidemment, je veux dire,
Tout ça, diront certains, a l'air presque trop beau pour être vrai. Je veux dire, est-ce que le modèle scandinave a des limites? J'imagine que oui. Quelles sont ses limites? Bien, écoutez, je vais vous donner juste un exemple. Si on voulait avoir le taux de... On voulait que le gouvernement du Québec ait le niveau de revenu des pays scandinaves, il faudrait faire passer notre taxe de vente de presque 15 à 25 Ouais. Donc, ce sont des sociétés qui... Des grosses bouchées. C'est des très grosses bouchées. D'ailleurs, il y a une montée de l'extrême droite dans les pays scandinaves. Puis cette extrême droite-là, finalement, deux racines. La première racine, c'est une révolte fiscale. Ce sont des gens qui sont écœurés d'avoir un niveau de fiscalité si lourd. Donc, une si grande part de leur richesse transite par les mains de l'État. Donc, c'est peut-être un peu l'équivalent scandinave du Tea Party, mais c'est ajouté à ce premier mouvement, un mouvement xénophobe, en fait. Et dans le cas de la Suède, il y a même des origines néo-nazies. Donc, c'est vraiment des sociétés tissées serrées qui refusent beaucoup l'immigration et le multiculturalisme. Donc, et ça peut donner lieu à des excès comme ceux que vous mentionnez. Absolument. Donc, dans deux cas, la Norvège et le Danemark, l'extrême droite fait partie de la coalition au pouvoir. Le Danemark vient même de renforcer les lois d'immigration, a voulu re-questionner la participation du Danemark à l'espace Schengen de l'Union européenne. Donc, quand même, ce sont des mouvements qui sont très forts. Et dans le fond, ce qui est assez particulier, c'est que l'extrême droite suédoise, son discours, c'est le problème, c'est pas que les immigrants nous volent nos emplois, c'est qu'ils ne nous veulent pas assez nos emplois. Donc, il y a une forte intolérance liée au fait que les femmes d'origine musulmane, en particulier, ne participent pas au marché du travail. C'est assez particulier. Oui, c'est assez particulier. Mais il y a un discours très féministe, très hostile. Et cette hostilité-là fait beaucoup les musulmans. Et ça s'explique en Suède parce que la politique d'accueil des réfugiés est très importante. Et l'année dernière, la Suède a accueilli près de 95 000 réfugiés politiques liés à différents... En 2014, ça? Oui, en 2014. L'année dernière. Et la droite commence à trouver que ça pose un problème parce que juste 95 000 réfugiés sur une population d'environ 9 millions d'habitants, alors qu'au Québec, on reçoit moins de 50 000 immigrants pour une population d'environ 8 millions d'habitants. Donc, c'est presque le double de nous, alors que nous, on sélectionne, nous, on sélectionne nos immigrants. Voilà. Et donc, si vous allez à Stockholm... Il y a un écrémage qu'on dit ici qui ne se retrouve pas là-bas. Vous avez énormément d'immigrants, ou en fait des réfugiés qui ne parlent ni suédois, ni anglais. Souvent, ils sont... des quêteux dans les centres, au centre-ville de Stockholm. Et ça commence à indisposer une partie importante de la population qui déteste cette image de désordre et de pauvreté qui est voilà, ça vient... Il y a le petit côté rigide des Scandinaves qui ressort sur cette question. Ouais. Est-ce qu'on ressent des efforts d'intégration dans ce contexte-là? Est-ce qu'on a le sentiment qu'effectivement, on fait beaucoup d'efforts pour intégrer ces nouveaux arrivants ou on a tendance à les stigmatiser encore davantage? Les lois d'accueil des étrangers en Suède est très généreux. On leur donne des allocations par mois, des logements. On leur permet même de suivre des cours dans leur langue. Par contre, je dirais que le discours général est moins vers l'accueil et l'acceptation de la diversité plus que l'assimilation. Et c'est peut-être là que le clash est plus fort avec nous. Plutôt que reconnaître une certaine valeur au multiculturalisme, là-bas, ils ont un discours très assimilationniste. Voilà, qui rejoint l'idée qu'on parlait un peu plus tôt de l'uniformisation, de la standardisation de la société, d'un certain sens. Faites comme nous, s'il vous plaît. Oui. En terminant, dans un récent ouvrage que vous avez d'ailleurs co-dirigé, Social-démocratie 2.0, là, je vais vous citer. Vous dites qu'on affirme souvent que le Québec est une terre social-démocrate en Amérique du Nord, qu'il est plus syndiqué, plus taxé et qu'il offre à ses citoyens plus de services publics. Mais vous parliez tantôt du syndicalisme. Et par exemple, dans le cas des médecins, ils sont payés à l'acte, etc., j'ai l'impression qu'au Québec, ça ne passerait pas, ça. J'ai l'impression qu'on se heurterait effectivement à des résistances énormes. Est-ce que ce n'est pas un élément qui vient expliquer un peu la difficulté d'exporter le modèle, cette résistance-là qui est présente dans nos sociétés, particulièrement au Québec? C'est exactement la question qu'il faut se poser. Parce que si on décidait de réformer nos institutions et de donner plus de place aux syndicats dans le processus décisionnel au Québec, est-ce que ça permettrait de faire des réformes comme les Scandinaves en ont fait? Réforme de la santé, réforme des retraites, réforme de la fiscalité, réforme de l'éducation. Ou est-ce qu'au contraire, ils utiliseraient ces nouveaux canaux comme porte-voix pour faire de la contestation sociale? C'est ça le vrai. Et moi, ce que je dirais, c'est que le problème fondamental de la syndicalisation au Québec, c'est qu'on n'en a pas assez. Et donc, c'est un cul-de-sac que de fermer
que de réduire la taille de l'État. C'est un cul-de-sac aussi de désinvestir en éducation. On vit dans un monde où la concurrence globale est l'enjeu des 50 prochaines années. Oui. Et par exemple, regardez juste le défi le plus important des prochaines années, la lutte au changement climatique. Oui, exactement. Pensez-vous qu'il faut moins d'État ou plus d'État pour régler en partie ce problème? On peut se poser la question, en effet. Mais Stéphane Paquin, vous avez parlé de cul-de-sac. Est-ce qu'au Québec, il n'y a pas lieu même de parler d'un recul par rapport, exemple, au modèle québécois, l'idée de l'État-providence, etc., ce modèle-là qui s'effrite selon certains, est-ce qu'on ne parle pas plus de recul selon vous? Surtout, si on se projette dans les prochaines années, oui. À l'avenir, j'ai l'impression que le recul risque d'être important, notamment par le fait qu'à cause du vieillissement de la population, le taux d'emploi va naturellement baisser, donc les revenus de l'État vont mécaniquement baisser. Mais avec le vieillissement de la population, les coûts de santé vont aussi augmenter. Et on sait aussi qu'il y a énormément de Québécois qui n'ont pas de retraite suffisante pour avoir un niveau de vie décent après leur retraite. Bref, pour l'instant, on ne peut pas... On peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas de recul, mais que dans l'avenir, il va s'accentuer. Et donc, c'est important de faire ce que les Scandinaves ont fait au début des années 90. Il faut se fixer des objectifs pour le futur et se donner les moyens collectivement d'y aller. Si vous êtes un jeune qui est né au début des années 90 au Québec, vous avez toujours entendu parler de compression budgétaire, d'austérité, de finances publiques en difficulté. Il faut se remettre à faire rêver les jeunes qui pensent maintenant au Québec qu'ils vont avoir un niveau de vie inférieur à celui de leurs parents. Donc, on a ce devoir de transmettre une société plus prospère, mais aussi une société plus emballante pour les gens. Bien, écoutez, sur ces paroles, et je pense qu'on a matière à réflexion pour les prochains jours, prochains mois, prochaines années. Stéphane Paquin, je vous remercie beaucoup de votre passage à notre émission. Merci à vous. Au plaisir. Merci.